Bonjour et bienvenue au webinaire organisé par France Innovation et animé par AdiShape sur le thème de la numérisation 3D. Donc, je suis Virginie Grousset, donc je travaille à France Innovation. Rapidement, si vous rencontrez des soucis de son, ce que je vous invite à faire, c'est à vous déconnecter et à vous reconnecter. Et puis, si vraiment le souci persiste, n'hésitez pas à vous connecter par téléphone. Donc, vous avez les indications à suivre pour vous connecter par téléphone dans le mail dans lequel vous avez reçu le lien pour rejoindre ce webinaire. Donc le webinaire est enregistré. Un lien vers le replay vous sera envoyé après le webinaire. Jean-Charles Roussel, donc de la société AdiShape, répondra à vos questions à la fin de sa présentation. N'hésitez pas à me les envoyer grâce au module dont vous disposez pour que je les lui pose. Je vais vous présenter France Innovation en deux mots. France Innovation a été créée début 2018 à l'initiative de dirigeants de PME et de TI. France Innovation aujourd'hui représente et réunit à peu près 130 entreprises innovantes, donc des prestataires de R&D, de tout secteur, de tout domaine, des fournisseurs de technologies innovantes et des acteurs du conseil. Nos objectifs à France Innovation sont de constituer un réseau fort de représentation des intérêts de nos membres, de faciliter les mises en relation entre les donneurs d'ordre et les prestataires et surtout de rendre visible l'offre privée de R&D et d'innovation. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Charles Roussel, dont la société AdiShape a rejoint France Innovation. Bonjour, merci Virginie. Voilà. Vous voyez mon écran, c'est bon? Parfait. Très bien. Bon, bonjour à tous. Merci, merci d'être en ligne avec nous. Donc, je suis Jean-Charles Roussel, fondateur d'AdiShape. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui la partie numérisation 3D et rétro-ingénierie. Alors, dans ce sommaire, je vais commencer par me présenter. On va parler de numérisation 3D, voir ensemble à quoi ça sert, quelles sont les limites de cette technologie, comment la mettre en pratique. On va ensuite regarder quelques exemples et faire une comparaison avantages-inconvénients et finir par une série de questions-réponses comme Virginie l'a spécifié au préalable. Alors, comme je l'ai déjà dit, je suis Jean-Charles Roussel, le fondateur d'AdiShape. On est une start-up familiale basée à Mandelieu-la-Napoule. On est spécialisé dans l'impression 3D, la modélisation et la numérisation. Et on fait aussi de la formation sur ces trois axes, c'est-à-dire la modélisation, l'impression et la numérisation. Donc, on rentre dans notre deuxième année d'activité et on est basé à Mandelieu-la-Napoule. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la rétroconception, en fait, c'est un principe qui consiste à partir d'un objet physique 3D, de le numériser pour le transformer en modèle CAO. CAO, c'est conception assistée sur ordinateur, c'est-à-dire de pouvoir le remodifier sur ordinateur. Donc, c'est le processus, en fait, dans le sens inverse de la conception. Donc, pour faire on fait de la rétroconception, en fait, de la numérisation 3D, pardon, plus spécifiquement, quand la complexité de la géométrie de la pièce d'origine est difficile à capturer, quand le fabricant ne produit plus le produit, par exemple, sur un composant qui peut être usé ou cassé, pour faire aussi de l'amélioration de fonctionnalité du produit, rajouter une interface, ou encore pour faire du contrôle dimensionnel. Donc, il y a différentes techniques de numérisation qui existent, deux principales, avec le scanner tridimensionnel à lumière projetée et la photogrammétrie, qui les deux s'appuient sur deux différentes technologies en fait. Pour la partie photogrammétrie, on va partir d'une série de clichés en fait qui peuvent être réalisés à partir d'un smartphone ou d'un appareil photo haute définition. Cette techno-là est plutôt utilisée dans le secteur du BTP et dans le tertiaire parce qu'elle permet de faire des acquisitions plus faciles, je dirais, de bâtiments, contrairement au scanner tridimensionnel qui, lui, va plutôt être orienté sur des pièces à petit volume, allant de quelques centimètres à 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres. Voilà. Donc, c'est deux technos différentes. La photogrammétrie a une plus faible précision, mais permet de faire de l'acquisition, par exemple, en drone
de différents plans d'une carrière, par exemple, pour derrière recréer le modèle 3D de celle-ci. Avec le scanner tridimensionnel, on va plutôt partir sur de la pièce technique qu'on va numériser en 3D. Donc les contraintes liées à la technique de numérisation de scan à lumière projetée, en fait, on va avoir des difficultés à scanner des objets qui sont brillants, transparents, miroitants ou sombres. Parce qu'en fait, la lumière qui va être projetée sur l'objet risque d'être déformée ou absorbée par l'objet en question. On va donc être obligé d'appliquer un traitement préalable en fait sur la pièce. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est une pièce noire à la base, donc qui risque d'absorber les faisceaux lumineux du scanner et du coup, la géométrie ne sera pas bien rendue. Donc on applique au préalable, avant de numériser cette pièce, une couche de craie en fait qui va venir blanchir la pièce et la rendre mate de façon à pouvoir la capturer avec le meilleur niveau de précision. On aurait pu aussi utiliser une peinture, je dirais blanche classique, mate, de façon à faire un masquage de la pièce pour pouvoir la capturer. Donc on va voir ensemble un exemple. On a une pièce ici en plastique. C'est un bouton en fait d'activation ou désactivation de poignée de valise à roulettes que tout le monde a sûrement chez soi. Donc la pièce en plastique en fait sert à enclencher ou déclencher le système de verrouillage de la poignée. Donc on voit ici, c'est une vidéo, on voit en haut ici sur l'écran, là on est sur l'interface logicielle du scanner en fait, et sur la partie en haut à gauche, on voit la pièce qui est positionnée sur le plateau. Donc on voit en bas à droite ce qui se passe en temps réel sur le scanner. Donc là on est dans un mode de scan fixe, avec le scanner qui est posé sur trépied et la pièce positionnée sur un plateau tournant qu'on va numériser. Donc là, on a lancé la numérisation de la pièce. On peut voir en bas à droite sur l'image le scanner qui va projeter une série de faisceaux lumineux. Donc là, le premier point de mesure a été réalisé. On va réaliser une quinzaine de points de mesure en fait, à chaque fois où le plateau tournant va tourner de quelques degrés, de façon à ce qu'on puisse capturer différentes parties de la géométrie de la pièce. Donc là, c'est en accéléré bien sûr. Donc on voit les séries de points de mesure qui sont effectuées de la pièce. Donc, on arrive au résultat qu'on édite pour enlever en fait les artefacts. Ce sont les parties ici en rouge qu'on a supprimées. Une fois que c'est fait, on valide notre premier scan et là, on va tourner la pièce. Alors, on ne la retourne pas complètement de façon à avoir une partie déjà numérisée avec la partie numérisée précédente pour que le logiciel puisse interfacer les deux pièces ensemble. Si on la retournait complètement, le logiciel ne saurait pas comment positionner le nouveau nuage de points qu'on capture en fait. Donc, comme précédemment, on supprime la partie non concernée. Et là, on voit que le logiciel superpose le nouveau nuage de points avec le précédent. On va répéter l'opération une dernière fois pour avoir l'autre partie de la géométrie de notre pièce. Donc, sur le même principe, on réalise 15 points de mesure. Voilà, on va enlever les artefacts. On fait un contrôle visuel et une fois qu'on valide, le logiciel va venir superposer la dernière face. Donc on voit en fait en dessous de la pièce la partie en jaune. Pardon. La partie en jaune sous notre pièce, en fait, elle est jaune parce que c'est des endroits où le scanner n'a pas pu capturer, en fait. Donc, on va avoir des difficultés de numérisation sur des endroits qui sont creux, des cavités, parce que la lumière a du mal à pénétrer dans ces cavités, justement, et on est obligé de prendre des angles qui ne sont pas tout le temps pratiques. Hop, pardon, c'est reparti au début. Je remets où on en était. Donc là, maintenant, on se retrouve. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On va passer maintenant au méchage en fait du modèle. Donc c'est-à-dire qu'on va transformer ce nuage de points en un modèle soit plein, soit creux. Donc là, on va partir sur un remplissage plein du modèle. Voilà. Et après, on peut sélectionner le niveau de détail qu'on souhaite sur l'objet. Donc haut, médium ou low. En fait, ça va jouer sur le nombre de polygones qu'aura notre objet une fois numérisé. On va prendre un haut niveau de détail. Donc là, c'est du calcul qui est fait sur la machine. C'est une étape qui peut être plus ou moins longue suivant le niveau de détail qu'on sélectionne. On se retrouve ensuite avec la pièce
le nuage de points qui est transformé en pièce 3D. Donc on peut voir, pardon, excusez-moi. On peut voir que sur la partie inférieure, comme on n'avait pas de données précédemment de notre pièce, le logiciel a fait une interprétation et a rajouté de la matière aléatoire, enfin de façon autonome sur les parties où on n'avait pas de data. On fait un contrôle visuel, voilà. Ici, on va voir en fait la simplification de notre modèle. Donc on voit que c'est une pièce qui n'est pas très grande, mais on est déjà à 154 mégabits pour une pièce comme ça, avec un haut niveau de résolution. Donc en fait, cette interface, elle va nous permettre d'alléger notre modèle en polygones. Donc en réduisant le nombre de polygones, on va pouvoir alléger notre modèle 3D. C'est assez important comme étape, puisque derrière, ça va nous permettre de partir avec un modèle plus léger, de façon à, si on le modifie avec un logiciel 3D, ça sera plus facilement manipulable. Un modèle de plusieurs gigas sera beaucoup plus difficile à utiliser sur un logiciel de conception par la suite. Donc là, voilà. Après, c'est suivant le niveau de définition et de précision qu'on a besoin de la pièce, on sait jusqu'où on peut réduire le niveau de précision. Donc là, on a appliqué une réduction pour avoir un modèle qui fait dans les 77 mégabits. Voilà. On peut aussi lisser la surface de l'objet. Donc là, on va faire un premier lissage en médium. On est un petit peu loin, du coup, on ne voit pas trop. On va le refaire de plus près pour bien voir en fait que la surface est granuleuse. Et en fait, ça vient lisser notre surface. Si on applique un haut niveau de lissage, on va se retrouver avec une surface beaucoup plus lisse. Pardon. Donc là, voilà, on se retrouve avec notre pièce lissée, simplifiée, du coup, qu'on va pouvoir venir exporter. Donc là, on va faire l'exportation. Donc au niveau des formats, on retrouve le point ASC, point STL, point polygone, point objet ou encore le point 3MF. C'est que des formats de solides polygones en fait. C'est que des fichiers, je dirais, surfaciques. Pardon, pas surfaciques, mais des solides morts en fait, avec juste des polygones, un maillage. Donc, on réalise l'exportation. Ici, on est parti sur un format STL. C'est un peu le standard dans la numérisation. On peut aussi appliquer un facteur d'échelle sur la pièce numérisée. Et là, on va ouvrir notre fichier numérisé sous 3D Builder, qui est un logiciel de visualisation de fichiers 3D natif sur Windows. Donc on peut voir ici le nombre de polygones en fait de notre pièce. Et on voit que notre pièce n'est pas positionnée, elle n'a pas de repère en fait proprement parlé. Donc on est obligé de la repositionner à plat de façon à pouvoir la réimprimer ou dans un logiciel de conception pour avoir un plan de référence. Donc voilà pour la partie numérisation, traitement de la pièce. On voit ici que la pièce qu'on a numérisée en fait était cassée à la base, donc on se retrouve avec un point de collage et une boursouflure sur notre numérisation. Donc, pour pallier à ce défaut en fait de la pièce qu'on a numérisée, on va pouvoir là faire du coup de la rétro-ingénierie pour enlever ce défaut de la pièce. Donc il y a différents types de logiciels qui existent, qui sont plus ou moins poussés, qui vont nous permettre du coup de supprimer le défaut sur la pièce. Donc là, on voit à gauche en fait la pièce avec les défauts de collage et à droite la pièce sans défaut de collage. Donc l'opération en fait qu'on a effectuée pour enlever la boursouflure de collage sur notre pièce numérisée, c'est qu'on a sectionné notre pièce en deux parties sur l'axe vertical et on a dupliqué la partie gauche de notre pièce qui ne comportait pas en fait de défaut pour la symétriser à droite de la pièce. C'est le résultat qu'on obtient du coup sur la photo de droite à l'écran où on voit que la pièce est identique des deux côtés. Voilà, à titre de comparaison, on a aussi fait la même pièce en conception. Donc là, on peut voir que c'est une étape qui est un peu plus fastidieuse puisqu'il faut que ce soit un opérateur qui soit constamment derrière l'ordinateur pour refaire toute la géométrie de la pièce, sachant qu'en plus, on ne peut pas forcément mesurer toutes les arêtes et les arrondis facilement avec un pied à coulisse vu qu'on a des surfaces bombées et des arrondis. Mais c'est pour se donner un ordre d'idée, je dirais plutôt de la façon de procéder en conception par rapport à la numérisation pour obtenir la même pièce. Donc, à titre comparatif, pardon, on va sur la partie conception pour faire la même pièce, on va autour de 1 heure et quelques pour faire cette pièce.
suivant le niveau bien sûr du modélisateur. A contrario, pour la numérisation, on sera plutôt sur une trentaine de minutes, sachant que l'opérateur n'est pas nécessaire qu'il y ait un opérateur à 100% du temps derrière l'ordinateur pour toute la phase numérisation. Donc là, voilà, on se retrouve avec la pièce modélisée. On voit que le niveau de précision n'est pas aussi élevé que la pièce qui a été numérisée. Donc voilà, pour faire un petit récapitulatif comparatif entre de la conception et du scan numérique, on voit que le modèle qui va être numérisé, il va être plus lourd qu'un fichier natif en conception sur ordinateur, puisqu'on va avoir un nombre de polygones plus élevé. Le modèle aussi scanné va être désorienté, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de plan de repère de plan en fait, contrairement au fichier en CAO qui sera lui complètement à plat. Donc là, on voit par exemple pour un petit cube de 5 cm par 5 cm, on a déjà un fichier qui fait 67 kilooctets pour un fichier numérisé à gauche, et pour un fichier directement en conception, on sera autour de 15 kilooctets. Donc bien sûr, il faut avoir le point de comparaison. Là, on est sur une forme simple, basique. On ne numériserait pas en temps normal, mais c'est plus pour comparer en fait la quantité de data qui va être produite pour avoir un maillage de qualité. Donc voici maintenant quelques exemples de pièces qu'on a réalisées. Donc on voit en haut à gauche les semelles d'une chaussure de ski par exemple. Donc au niveau du talon, la pièce était entière, du coup on a pu la numériser d'un seul trait et la dupliquer directement à la suite du scan. Pour la partie avant en fait de la chaussure, c'était pas le cas, la pièce était endommagée. Donc là on a fait sur le même principe de l'exemple qu'on a vu aujourd'hui, on a numérisé la partie qui était cassée de la pièce et on a symétrisé en fait l'autre partie qui nous manquait pour se retrouver avec une pièce entière. En bas à gauche, on voit un encrier de vieux bureau scolaire qu'on a numérisé et reproduit en impression 3D. En bas au milieu ici, c'est une pièce, c'est un support en fait de verrou de placard. Ici aussi, c'est une pièce numérisée pour un coffret électrique. Et sur la partie droite, on peut voir un support de rétroviseur. En fait, c'est une pièce mécanique, pareil, qui a été numérisée en 3D. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous a plu et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Virginie? Oui, je vous entends. J'étais en train de rechercher pour activer mon micro. Je ne retrouvais plus le petit bouton. Voilà. Hop. Alors, bon. Chers participants, je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de vos préoccupations dans votre entreprise? Est-ce que vous avez des cas à exposer ou des attentes auxquelles pourrait répondre Jean-Charles? Écoutez Jean-Charles, je crois que votre présentation a été extrêmement claire et précise, puisque il n'y a pas de questions en particulier de la part des participants qui ont été plutôt très attentifs. Ce que je vous propose dans tous les cas, vous allez recevoir le lien vers le replay, les coordonnées de Jean-Charles pour pouvoir échanger avec lui peut-être post-événement, surtout s'il y a des sujets confidentiels en interne que vous souhaiteriez aborder avec lui. Il sera, voilà, vous pourrez le contacter par mail, par téléphone en fonction de ses dispos. Je vous propose du coup, Jean-Charles, je vais vous redonner la parole pour le mot de la fin et puis remercier nos participants. Très bien, merci Virginie. Merci à tous pour votre participation au webinaire.
Comme je l'ai dit précédemment, on est une entreprise spécialisée dans l'impression 3D. On fait de la modélisation et de la numérisation. On propose des services pour les particuliers et les entreprises. Et on peut aussi faire de la formation sur ces trois axes-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on se reverra peut-être sur un autre sujet. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.